qui inspire aussi l'esprit de notre province. J'aimerais aussi reconnaître le courage des femmes autochtones qui ont guidé leur communauté en résistance contre les processus coloniaux. Et donc, pour commencer, j'aimerais peut-être parler un peu des pronoms. En tant que personne cisgenre, mes pronoms sont équivalents au genre qu'on m'a donné à la naissance et donc j'ai le privilège de ne pas penser à mes pronoms. Mais en reconnaissant que mes pronoms interagissent dans un espace où d'autres personnes interagissent, eh bien, je peux reconnaître que les pronoms des autres personnes ne cadrent pas nécessairement avec leur identité de genre à la naissance. Et en fait, en soulignant mes pronoms, je peux me positionner en tant qu'allié pour les personnes queer et je peux créer un espace plus inclusif autour de moi. Et donc, dans ma classe d'enseignement, je commence avec des activités de bannière où je demande à mes élèves d'écrire leur nom, leur pronom et de parler un peu d'eux et elles. Et donc, si Donc, en fait, je prends l'occasion pour vous inviter à changer vos pronoms dans la boîte Zoom. Si ce n'est pas déjà fait, voici comment vous y prendre. En fait, il suffit de cliquer sur les trois petits noms qui apparaissent à côté de votre nom dans la boîte de participants et participantes de manière à intégrer vos pronoms à côté de votre nom. Et donc, ici, vous devriez avoir reçu cette brochure ici. Et si on se rend à la page 30, on voit un lexique des termes reliés à l'identité des genres et vous pouvez avoir une liste de termes avec lesquels vous serez peut-être plus ou moins à l'aise de manière à avoir une définition et comment ça cadre avec le contexte en classe. Alors, voici seulement quelques exemples de ce à quoi ces bannières pourraient ressembler. Donc, il y a un peu d'informations sur l'élève, leur nom, les choses qu'ils aiment faire. Et bien sûr, ils ajoutent toujours leur pronom en dessous. Et ensuite, on les affiche dans ma classe. Et donc, c'est vraiment une bonne activité pour commencer l'année parce que premièrement, ils sont magnifiques et ça remplit mon espace avec des belles œuvres d'art artistique des étudiants. Mais aussi, ça nous aide à mieux connaître tout le monde dans la classe. Et donc, normalement, je prends ces premières journées de l'année pour pour marcher autour de la classe et pour apprendre à connaître un peu mes étudiants, mes étudiantes. Et dans la trousse de ressources que vous recevrez après ma présentation, j'ai laissé une version blanche, en fait, de cette activité pour que vous puissiez avoir un exemple de comment l'animer en classe. Ensuite, j'invite mes élèves à s'intégrer à un espace brave, un espace donc que l'on veut plus sécuritaire et plus bienveillant. Et donc, je vais faire un petit survol de ce concept avec vous pour les biens de la présentation. Et donc, pour vous mettre en contexte, cette vidéo, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a aucun espace qui est en soi dénué de risques ou de violence. Nous avons tous et toutes des parcours, des traces de marginalisation, des préjugés, etc. Et donc, dû à ces phénomènes, c'est impossible de s'attendre à un espace dénué de violence ou de relations de pouvoir, mais on peut avoir un espace plus bienveillant, plus brave, ce qu'on appelle les braver space, et donc où on peut se dire qu'on s'attend à faire des erreurs et à se soutenir quand nous ferons ces erreurs. Et donc, c'est un poème que je vais vous lire de Mickey Scott Bay Jones, qui est aussi intégré à votre à votre trousse de ressources. Donc, nous créerons un espace bienveillant ensemble parce qu'il n'y a aucun espace dénué de violence. Nous existons dans le monde réel, nous portons des blessures et des cicatrices dans cet espace. Et donc, lorsque nous voulons baisser un peu le volume du monde dans le chaos, nous amplifions nos voix pour nous faire entendre. Nous avons le droit de commencer où nous nous tenons et de continuer à grandir. Et nous avons la responsabilité d'examiner ce que nous croyons savoir, puisque nous ne serons pas parfaites. Cet espace ne sera pas parfait, mais nous y travaillerons ensemble, main dans la main.
Et donc, au cours de l'année, je rappelle souvent à mes étudiants et mes étudiantes qu'il s'agit d'un espace de bienveillance et de courage et que même si on est inconfortable et qu'on sort de notre zone de confort, on est quand même dans un espace où on peut oser dépasser les boîtes et innover. Et donc, on souhaite vraiment, par cette approche, laisser aux élèves un espace où nommer leurs émotions, et en fait, de créer cet espace-temps pour pouvoir partager, ça libère énormément d'énergie. En Saskatchewan, on utilise le langage des résultats dans nos curriculums et j'utilise beaucoup les langages axés sur je peux. Et donc, j'utilise des phrases comme je peux utiliser mes propres pronoms et je comprends l'importance de les partager avec les autres. J'ai des stratégies pour enseigner l'équité de genre et l'égalité de genre dans ma classe. Je peux définir le genre. Je peux déterminer si une ressource est un bon choix ou non pour enseigner l'égalité du genre. Je comprends l'importance du féminisme et pourquoi j'ai besoin d'en parler dans ma classe. Je suis consciente des modules accessibles avec la SCIC et comment je peux les utiliser dans ma classe. Je comprends la différence entre l'égalité et l'équité. Je sais que mon genre est intersectionnel avec d'autres parties de mon identité et qu'ils travaillent tous ensemble afin de me donner ou de m'enlever des privilèges. Et je comprends pourquoi enseigner une approche axée sur l'équité de genre est important vers l'atteinte de cette équité. Et donc, pour commencer, je crois qu'il y a certains éléments de base à savoir. Premièrement, qu'est-ce que le genre? Donc, le genre réfère au rôle socialement construit qui inclut les comportements, l'habillement, les pratiques et les projections des garçons et des filles. Et donc, ça implique comment on se perçoit, comment on perçoit les autres, comment on interagit et aussi la distribution des ressources et des pouvoirs dans la société. Les identités du genre ne sont pas confinées, en fait, à une binarité, les hommes, les filles, les gars, les hommes, les femmes, les gars, les filles. En fait, c'est plutôt un continuum à travers la vie de quelqu'un qui peut changer et varier. Et donc, il y a plein de façons d'exprimer son expression de genre. Les relations avec les autres est aussi affectée par les rapports institutionnalisés du genre. Et donc, comme on peut voir avec la licorne du genre ici, on voit l'identité, l'expression de genre, le sexe assigné à la naissance, à qui on est physiquement attiré et envers qui on est émotionnellement attiré. Et donc, tous ces facteurs interagissent dans la définition du genre et comment, en fait, chacune, nous trouvons notre place spécifique dans cette charte. Alors, c'est mélangeant, et spécialement si on est cisgenre. Donc, si par exemple, on est né en tant que petite fille, on s'est fait nommer comme petite fille, on se nomme nous-mêmes comme femme ou fille, eh bien, ces notions peuvent être un peu mélangeantes, mais c'est important de se souvenir que même si on est un peu dépassé, c'est tellement crucial d'honorer l'identité profonde des enfants qui fréquentent nos classes. Nous devons aussi reconnaître que les études en féminisme et en idéologie du genre sont conçues comme étant un cadre d'analyse pour comprendre la façon dont le monde fonctionne. Alors, c'est un peu comme des lunettes qu'on prend pour regarder le monde. Je prends mes lunettes du genre parce que je regarde le monde à travers la lunette du genre. Mais je crois que s'il y a une idéologie qui se manifeste dans ce débat, c'est celui de l'extrême droite ou de la droite qui tente de retourner à des systèmes patriarcaux anciens. Et donc, typiquement, ceux et celles qui ne sont pas à l'aise avec ce concept sont plutôt à l'aise avec le statu quo ou revendiquent de continuer de faire les choses comme on l'a toujours fait. Mais nous, on sait de quoi on a besoin et on sait de quel changement on doit obtenir pour l'avenir. Et donc, quel bon moment pour parler de notre ami le patriarcat. Et donc, les hommes cisgenres ont commencé à se percevoir comme étant la majorité sociale. Les filles et les femmes avaient donc moins d'autonomie, moins d'habilité, d'agentivité. Et ces sociétés dans lesquelles nous vivons sont connues comme étant des systèmes humains patriarcaux où les hommes et l'identité masculine
n'est pas contesté et le pouvoir des hommes n'est jamais contesté non plus. Et donc, c'est intéressant de parler de cela avec les hommes, avec les enfants, pardon, parce qu'ils croient que nous avons fait énormément d'avancements. Et en fait, c'est vrai, de nombreuses avancées féministes ont vraiment été faites dans les dernières décennies, mais si on regarde, on prend un pas de recul et qu'on regarde en fait les postes de pouvoir politique au Canada, sur 15, 13 sont des hommes. Et donc, on a encore ce système patriarcal où les hommes cisgenres détiennent le pouvoir central dans la façon dont le pays est gouverné. Et donc, avant d'aller plus loin dans la conversation, je voulais prendre un moment pour parler de la différence entre l'égalité et l'équité de genre, parce que souvent, ces deux termes sont échangés comme s'ils étaient des synonymes, mais en fait, ils ont des significations distinctes et je crois que c'est important de s'y attarder. Et donc, j'aimerais prendre un instant pour vous inviter à cliquer sur le lien que Marie-Catherine va vous envoyer dans la boîte de clavardage à l'instant. Vous pouvez aussi utiliser votre cellulaire pour utiliser le code QR en bas de l'écran pour rejoindre le Jamboard, donc le tableau interactif virtuel où vous allez pouvoir mettre vos petites notes, vos propres définitions sur l'équité et l'égalité. Donc, notez bien que le code QR que j'ai ici a été fait par Google Chrome. Et donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous utilisez Google Chrome dans votre barre de navigation, je crois que vous pouvez voir ici, on peut cliquer sur le petit symbole ici et ça va vous créer un code QR automatiquement pour vous, peu importe la page web sur laquelle vous êtes. Et je crois qu'il y a une limite de temps pour le partager. Et je viens juste de réaliser que je pouvais faire ça dans le dernier mois. Là. Et avant, je le faisais de façon très, très compliquée. Et donc, je vous glisse l'information comme ça. Et donc, si vous pouvez nous rejoindre sur le Jamboard, sur le tableau interactif, pour pouvoir nous partager votre définition de l'équité et ensuite celle de l'égalité, pardon. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien. Et donc ici, à gauche, on voit tous les outils. Vous pouvez aller utiliser une petite note ici, communément appelée un post-it. Donc, vous pouvez aller ajouter votre petit papier sur le tableau interactif pour nous partager votre définition. Vous voyez les deux écrans, un tableau qui s'appelle égalité, l'autre qui s'appelle équité. Vous pouvez ajouter vos idées sur la définition de ces concepts. Je ne sais pas comment déplacer mon post-it. Moi, j'ai mis l'égalité des droits et libertés, mais je l'ai écrit au mauvais endroit. Je n'arrive pas à déplacer ou même à supprimer. Mais c'est ça, parce que je ne l'ai jamais utilisé sur le cellulaire, moi non plus. Moi, j'ai ouvert un autre navigateur, mais le tableau Jam est aussi un excellent outil pour magistral. C'est une façon d'aider ou pédagogique. Ça permet aux étudiants de partager leurs idées de façon anonyme. De la même façon qu'on utilise des post-it sur un tableau blanc. Je m'en suis beaucoup servi l'année dernière quand on devait travailler dans un espace virtuel. J'utilisais beaucoup le tableau Jam. Alors, même si vous n'arrivez pas à tout maîtriser aujourd'hui, oui, sachez que c'est un bon outil. Je vois que l'égalité, c'est l'égalité, c'est l'identité de traitement égal. Il y a des textes qui sont un peu plus l'égalité et de mettre au même niveau deux choses sans tenir compte des besoins spéciaux de l'autre.
c'est le droit au même niveau d'accès aux ressources, équité, traiter les gens différemment parce qu'ils ne commencent pas au même endroit, être reconnu pour qui nous sommes et quels sont nos besoins particuliers. Est-ce que je lis le texte en français? En français, donc here in, Respect de l'injustice. Awesome, thank you. Perfect. So, merci. On va dans le bon sens. Égalité, ça veut dire même chose, même salaire, même droit, même liberté. Alors maintenant, je remonte à ma présentation. En quoi ça s'applique au genre? À l'image que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous voyez donc l'égalité et l'équité? Mais ça vient de ce livre. Ce livre est féministe. This book is feminist de Jamia Wilson. Ce livre est un excellent d'introduction, initiation au féminisme. C'est écrit pour les ados, mais je pense que c'est accessible à n'importe qui. Je le recommande fortement. Si vous voulez savoir sur quelque chose sur l'histoire du féminisme, l'égalité, ça veut dire donner les mêmes chances, le même traitement et le même soutien à tout le monde. Ces boîtes sont un exemple de l'égalité. Tout le monde donne la même boîte aux gens, mais est-ce que tout le monde voit la même chose? Qui voit plus loin? L'équité, c'est donner aux gens ce dont ils ont besoin pour rendre des choses justes et équitables. Donc, il faut donner plus aux gens qui en ont besoin de plus. L'équité, c'est comment on arrive à l'égalité. Devenir égaux, dépend ou passe par l'équité et par l'étude de ce dont les gens ont besoin pour réussir. L'équité de genre est nécessaire pour que la vraie égalité de genre puisse survenir. Il est présomptueux d'imaginer que tout le monde sera égal parce qu'il commence à la même ligne, sans avoir les mêmes soutiens pour arriver à la fin. L'égalité de genre, c'est l'égalité des chances, et l'équité de genre, c'est les résultats égaux. Alors, je cite le livre. Avant de vivre dans un monde où toutes les personnes, comme les personnes transgenres, peuvent vivre et prospérer, on n'est pas libre. Lila Watson est une personne de l'Australie qui est une championne des droits des Autochtones et des femmes. Elle dit, si vous êtes venu m'aider, vous perdez votre temps. Ne venez pas me donner la boîte. Elle ne veut pas que l'aide soit donnée à la même façon que pour tout le monde. Mais si vous venez parce que votre libération passe par la mienne, est tributaire de la mienne, alors travaillons ensemble. Vous ne pouvez pas être les sauveteurs. Si on veut que la situation change, tout le monde doit savoir que qu'il y va de notre liberté aussi. Alors, Lila Watson est une championne. Alors, comment définir une championne? Ça vient du module SCIC, mais je vais vous donner la définition. Mais si on te pose la question dans un cours, bon, c'est tellement de façons de présenter cela comme exercice. Une championne, un champion est une personne qui soutient, défend ou lutte pour une personne, une croyance, un droit ou un principe de façon enthousiaste. C'est quelqu'un qui dit que ça ne suffit pas de dire, bon, mais moi, je suis pas préjugé.
je n'ai pas de préjugés, je n'ai pas de biais de genre. Il faut travailler contre le biais. Par exemple, elle est depuis longtemps championne des droits des prisonniers, des personnes vivant avec handicap, de la liberté de la parole. On va avoir une vidéo maintenant qui fait partie aussi de la leçon qui est disponible dans le module. Après cela, on va aller dans les groupes de discussion. Il y aura des questions pour partir la discussion. Donc, le but, c'est de faire comprendre aux étudiants ce que c'est que l'égalité de genre et les obstacles pour l'atteindre. Je voulais ajouter la traduction en français. Et bon, voilà. Est-ce qu'on entend bien? Non, on n'entend pas, mais on voit la traduction. Quand tu as partagé l'écran, est-ce que tu as cliqué sur Share with Sound? Oui, oui, j'ai cliqué sur ça. On recommence. Okay. The message is clear. Perfect. People around the world are standing up for gender equality. We've seen it in the Me Too, Time's Up, and She Decides movements. We've seen it in the streets, in Hollywood, and around the world. Now, in the year that Nelson Mandela would have turned 100, we're turning this movement into action. We're challenging global citizens to raise their voices together to demand that world leaders take concrete actions to achieve gender equality by 2030. Because we know that when girls and women are empowered, when she is equal, she can get an education, decide when to get married and start a family, and get proper health care. The She is Equal campaign is rooted in the legacy of great leaders and advocates like Nelson Mandela. Mandela believed, above all, that if half of us are held back, then no one can move forward. She is Equal will carry Mandela's message of activism to promote policies and investments that raise up and empower women and girls by 1. Eliminating the barriers that prevent girls and women from equal protection under the law, having agency over their sexual and reproductive health, and fully engaging in the economy. 2. Promote access to clean water, sanitation, and menstrual hygiene resources for girls and women, so that they can gain an education and remain healthy and empowered. 3. Promoting access to quality nutrition for adolescent girls. 4. Ensuring access to essential medicines and healthcare to prevent, control, and eliminate neglected tropical diseases, which affect and stigmatize the most marginalized girls and women. 5. Making sure all girls have access to a quality education. Together, we can be the generation to ensure that she is equal. All right. So, after watching that, what you're going to do is go into a small group, into a breakout room. Marie Catherine is going to move us into those. Once you're in the breakout room, there's going to be, we're going to put a link to a document right away. And this document is where you're going to record some of your responses. So what I would like to see ideally is that somebody who either has a second screen or is able to type and manage their screen that way, to do some of the typing for the group. C'est qu'il y ait comme un secrétaire qui peut faire un peu le compte rendu. Donc, après avoir vu la vidéo, songez à cette question. Est-ce que l'équité de genre existe au Canada? Oui ou non? Et sinon, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faut changer pour atteindre l'égalité de genre au Canada? Ensuite, il y a un tableau pour chaque groupe
Donc, il y a les 5 enjeux qui ont été soulevés dans la vidéo. J'aimerais que vous donniez des exemples de cela au Canada. Où sont des obstacles, par exemple, d'accès à l'eau propre, la nutrition, aux médicaments, les soins de santé et l'éducation. Et ensuite, des idées pédagogiques pour aider les étudiants à comprendre ces enjeux. Et si vous n'arrivez pas à la partie des idées pédagogiques, c'est correct. Il y aura 15 minutes pour la discussion et le partage des idées. Et après 15 minutes, vous reviendrez automatiquement de retour à la plénière. Donc, on y va. Donc, est-ce que tout le monde voit le document à l'écran? Super. Welcome back. So I know Bienvenue tout le monde. by so Je fast. sais que 15 minutes, c'est très rapide, spécialement quand ça nous prend un petit moment pour lancer la conversation. Ce document sera tout de même disponible après la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des idées, des choses que vous voudriez rajouter, eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez des idées d'enseignement ou des ateliers que vous aimez donner. Mais pour des questions d'échéancier, pour éviter de vous garder avec nous toute la soirée, nous allons quand même sauter par-dessus cette question, mais cette idée de défense de l'équité des droits de genre en tant que citoyen, citoyenne du monde, je crois qu'en reconnaissant ces 5 enjeux et en étant consciente que ce sont des éléments qui doivent avancer si on veut obtenir l'équité ou l'égalité des genres au Canada, eh bien, ce sont des super bons points de départ pour les élèves et les étudiants, les étudiantes. Donc, si vous voulez enseigner à ce sujet, ce sont des super bons points de départ. Vous pouvez commencer par parler de ces questions, poser la question de c'est quoi, en fait, enseigner aux filles partout dans la planète, dans le monde. Donc, c'est un peu comme une petite liste, un aide-mémoire des choses à aborder avec la classe. Un des arguments que j'ai entendu dans les salles pendant que je me promenais entre les conversations, c'était cette idée d'identité multiple. Donc, nous sommes bien sûr plus que notre genre. Il y a beaucoup de facteurs qui impactent notre façon d'interagir avec le monde. Et lorsque nous discutons donc d'identité de genre, ce n'est pas suffisant de dire qu'on veut que les hommes et les femmes soient égaux, égales. Nous avons plein de facteurs identitaires qui qui s'entrecroisent. Et donc, si c'est possible de le faire, vous pouvez faire votre propre carte d'identité. C'est une super bonne activité pour les enfants de tous les âges. Je fais cette activité avec mes élèves du secondaire. Moi, j'aime bien faire mes brainstorms par bulles et par arbre conceptuel, mais chaque personne peut avoir sa propre méthode. Eh bien, moi, ma carte identitaire, eh bien, j'ai beaucoup d'autres critères que d'être une femme. Je suis aussi entêtée, je suis cisgenre, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis créative, je suis anglophone, je suis grande et corpulente. J'adore les leggings. Je suis l'arrière-petite-fille d'un colonisateur, d'un colon. Je suis une fille, donc j'ai la fille de ma mère. Je porte des lunettes. Je suis une lectrice. J'adore les bonbons. Je suis une grande sœur. J'aime prendre soin des autres. Je suis une mère. Je suis blanche. J'ai les cheveux bruns. J'ai des problèmes de santé mentale. Et tous ces éléments s'entrecroisent pour créer cette toile de mon identité.
et pour formuler en fait la façon dont je me présente dans le monde. Et c'est toutes des façons qui impactent en fait ma présentation dans le monde. Et c'est ça qu'on veut dire quand on parle d'intersectionnalité. Donc en fait, on va écouter un tout petit vidéo qui pourrait vous donner en fait une base d'introductive sur le thème de l'intersectionnalité. Et donc, oh, pardon, je vais vous envoyer le son cette fois-ci. This word, even if you have, you might not know what it means. Let's take a look at it. The first part's easy enough. Intersection, a place where things come together. Intersectionality refers to the reality that we all have multiple identities that intersect to make us who we are. It also gives us a way to talk about oppressions and privileges that overlap and reinforce each other. This term dates back to the 1980s and legal scholar Kimberly Crenshaw. She noticed that we didn't have an effective way to talk about how the experiences of Black women are different from the experiences of Black men and of white women. How? Black women endure both gender discrimination and racial discrimination. Over the last 30 years, scholars, educators, and activists have expanded the use of the word intersectionality to talk about identities beyond race and gender. Let's look at a few examples. Jerry has a disability, and his family lives below the poverty line. He is the oldest of 10, which requires him to do a lot of caregiving, and sometimes keeps him out of school. No one in the school counseling office has talked to Jerry or his parents about his plans for after graduation. He has applied for several jobs, but never gets called back. Fatima is Muslim and recently came to the United States from Somalia. She finds that many people at her school make assumptions about her values and abilities before they speak to her. Many of her classmates think she shouldn't be at their school at all. Greta comes from an affluent family. Both her parents and grandparents went to college, and her father owns a successful business. She doesn't think about her identity very often, but she does think of herself as someone who will go to college and get a good job once she graduates. Think about Greta's situation as opposed to Fatima's or Jerry's. Fatima and Jerry are members of marginalized groups. They don't get to choose whether or not to think about their identities. Greta, on the other hand, can ignore intersectionality if she wants to. Life isn't the same for everyone, even for people who share identity characteristics. By adopting an intersectional lens, we have a better opportunity to understand why and to change the institutions that help and harm us based on who we are. Want to learn more? Read Oops. intersection. Okay. Audre Lorde said there's no such Audre thing. Lorde dit qu'il n'y a aucune lutte à un seul thème parce que nos vies sont traversées par de nombreux enjeux et c'est exactement ça dont on parle quand on parle d'intersectionnalité. Ici, on parle d'équité, d'égalité de genre, mais ce ne sont pas des facteurs isolés. Chacune de ces luttes sont entremaillées et impactent les unes les autres et donc c'est pourquoi c'est important de réfléchir à nos élèves, à nos étudiants, nos étudiantes dans cette approche intersectionnelle quand on parle de genre. C'est pourquoi je vous encourage à réfléchir à votre façon de voir le monde. Est-ce que vous avez des lunettes intersectionnelles? Ou est-ce que vous voyez plutôt les gens comme des identités monolithiques? Est-ce que ce sont des personnes autochtones, des filles, des leaders, ou est-ce que ça peut être toutes ces choses dans une seule personne? Eh bien, quand on réfléchit de façon intersectionnelle, on peut voir comment, en fait, l'identité est beaucoup plus large que les dichotomies qu'on utilise dans un contexte social. Une grande partie de l'importance de reconnaître l'intersectionnalité, c'est de reconnaître comment les pouvoirs et nos privilèges interagissent dans nos relations sociales. Donc, ça dépasse beaucoup le genre et la race. Mais chaque
partie de notre identité comporte une partie de privilèges ou de manque de privilèges. Et donc, si vous avez une idée de comment vous avez des privilèges spécifiques par rapport aux races ou à la genre, à la race ou au genre, pardon, eh bien, il y a un document de travail que vous pouvez utiliser pour essayer de déconstruire un peu le privilège blanc. C'est un excellent document à lire si c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc, il y a beaucoup de choses sur cette roue qui influencent comment on interagit dans le monde. Et donc, vous pouvez voir qu'au centre de la roue, on voit le pouvoir. Et le plus on s'éloigne du pouvoir, le moins on a d'agentivité et de pouvoir sur notre environnement. Et donc, toutes les catégories auxquelles vous pouvez penser, ben, la diversité sexuelle, la santé mentale, le langage, le genre, la citoyenneté, selon nos situations individuelles, chacun de ces critères compose une composante de notre pouvoir ou du manque de pouvoir que nous avons sur notre monde. Et donc, ça peut aussi être lié à notre couleur de peau, à notre éducation, à notre capacité corporelle, notre taille, notre poids. Et pour la question, en fait, il y a la question très nuancée et plutôt controversée, en fait très différente, dépendamment des différentes parties du monde où on habite, où la religion joue aussi un grand rôle dans cette identité intersectionnelle. Et donc, voici ma propre roue de pouvoir et de privilèges. Et donc, je constate en regardant ma roue que j'ai en fait beaucoup de pouvoir et plusieurs privilèges dans ma vie. Et donc, en tant que détentrice de pouvoir, ce que je dis à mes élèves, c'est que quand on se tient au centre de cette roue, ce n'est pas ça le problème. Je ne déteste pas moi-même les personnes blanches cisgenres, riches, les hommes minces ou les citoyens canadiens, canadiennes qui accumulent tous ces critères. Tout ce que je fais, c'est de reconnaître en fait que ces critères augmentent leur niveau de privilège dans ce monde. Et en fait, moi, je suis ici pour vous encourager à prendre pouvoir sur votre privilège et sur votre pouvoir afin d'être une bonne influence dans votre communauté. Alors, donc, quand on parle de privilège dans ma classe, on parle de la culture dominante qui est dans cette petite boîte. Et donc, au centre de cette boîte se tient la culture dominante. Et autour de la boîte se tiennent les voix marginalisées. Eh bien, moi, ça ne me sert à rien de détester les gens dans la boîte. Je déteste la boîte, le système lui-même contre lequel nous voulons lutter, donc le système patriarcal qui maintient les gens dans cette boîte restreignante. Alors, lorsqu'on en parle dans la classe, en fait, une partie de cet atelier provient du livre This Book is Anti-Racist, qui vient, en fait, même artiste, autrice différente, qui a été publié par une féministe. Et je crois que c'est un livre qui est plus accessible. Il compte 20 ateliers pour montrer comment s'engager dans la justice sociale. Et c'est seulement 8 ce mois-ci avec la publication Scholastic. Donc, c'est le bon moment pour vous en saisir. Et donc, il faut réfléchir à cette intersectionnalité dans chacune de nos étapes. Donc, dans le milieu de l'éducation, la question du genre est profondément engrainée dans nos façons de faire, que ce soit dans nos cursus, dans nos méthodes d'enseignement, dans nos classes. Et donc, je crois qu'il y a plusieurs conversations sensibles à avoir autour de ces enjeux. Mais la statistique veut que les femmes, les filles sont beaucoup moins susceptibles d'avoir accès à l'éducation supérieure que les hommes. 30 millions de filles dans le monde sont toujours sans éducation et les femmes demeurent en sous-représentation dans de nombreux domaines très rentables dans le milieu du marché. 20 des des chercheuses scientifiques dans le monde sont des femmes. Et lorsque je vois ces statistiques dans mes statistiques, quand je vois ces statistiques intervenir dans nos conversations, ça m'amène à penser à l'écart salarial. Au Canada, nous n'avons pas vraiment un écart reconnu, mais il y a beaucoup de facteurs qui causent cet écart de salarial. Et donc, la réalité, c'est que le rôle que les femmes prennent dans notre culture, dans nos sociétés, comparé à celui que prennent les hommes, ça laisse beaucoup moins de place aux femmes et aux filles pour croître, pour s'épanouir dans leur carrière, pour devenir reconnues et en fait
couronner de succès dans leur carrière. Et donc, ce gros mot méchant, le féminisme, dans sa forme le plus simple, ne signifie que la défense des droits des femmes, selon le principe de l'égalité des genres. Et donc, le principe voudrait que si vous êtes ici dans cette rencontre et que vous vous êtes intéressé à parler des enjeux du genre dans votre classe, eh bien, vous êtes une féministe. Alors, n'hésitez pas, sortez dans la rue et dites à tout le monde, je suis un fier féministe, une fière féministe. On n'est plus dans les années 60, on ne met pas le feu à nos brassières et on n'est pas en train de mettre les hommes sur la sellette. Et je crois que c'est vraiment important de se déclarer féministe pour que nous puissions avancer dans ces conversations, dans ces échanges. Les choses qu'on sait être vraies. Eh bien, à travers le monde, les hommes sont plus susceptibles de gagner un plus grand salaire que les femmes. Les femmes noires et les femmes autochtones au Canada font face à un écart salarial à chaque niveau d'éducation et l'écart se creuse il se creuse encore en fait pour les femmes noires les plus éduquées. 15% des personnes transgenres vivent en dessous de la ligne de pauvreté, une statistique qui est 4 fois plus élevée que la population générale. Donc, les familles racisées LGBTQ vivent le pire de ces écarts, de ces disparités. Le gouvernement de la Grande-Bretagne, ça c'est tellement intéressant. Le gouvernement de la Grande-Bretagne a annoncé dans son budget de 2022 que la taxe du tempo de 5 de valeur ajoutée sera finalement annulée, ce qui est génial. Mais en 2014, Laura Corton avait lancé une pétition en apprenant que Jaffa Cake Crocodiles, que les steaks de crocodile et que en fait, que les jets privés sont classifiés à la liste royale comme étant des items non essentiels, au même titre que les tampons, ce qui est juste ahurissant. Aux États-Unis, les femmes autochtones ne comptent que 58 en fait, ne gagnent que 58 par dollar que gagne chaque homme noir et chaque homme blanc. Et les femmes y sont assassinées 10 fois plus que la moyenne nationale. Et l'écart salarial est vraiment, en fait, synonyme d'une question de vie ou de mort. Les systèmes d'héritage deviennent de plus en plus communs au cours des dernières années, mais il n'en reste pas néanmoins que les hommes demeurent plus souvent propriétaires que les femmes, et ce, partout au monde. En général, les couples queer avec enfants gagnent 20 de moins que leurs homologues hétérosexuels aux États-Unis et sont donc beaucoup plus susceptibles de vivre dans une situation de précarité financière. Et donc, puisque nous savons que ce sont des faits, il faut faire une différence. Alors que vous choisissiez ou non de vous afficher en tant que féministe, les victoires féministes feront quand même un changement social pour tous et toutes. Alors, comment advenir à cela en tant qu'éducatrice, en tant qu'éducateur? Eh bien, ça fait partie des choses auxquelles je réfléchis beaucoup, particulièrement autour du thème de la réconciliation et de la vérité. Il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Il faut d'abord regarder la vérité en face, sinon on n'atteindra jamais de réel changement social. Et donc, la première chose qu'on peut voir, c'est analyser en tant qu'enseignant, qu'enseignante, vos propres biais genrés et ceux de vos étudiants et de vos étudiantes. Et donc, il y a un code HQ ici qui vous amène à un code sur les préjugés, en fait, à un formulaire sur les préjugés, et ça vous amène donc un petit formulaire qui peut vous aider à réfléchir à vos préjugés raciaux, sexistes, capacitistes, etc. Et j'aimerais donc vous inviter à réfléchir aux façons dont vous priorisez peut-être les petits garçons plutôt que les filles dans vos classes. Est-ce que les garçons ont tendance à s'en tirer sans correction lorsqu'ils agissent mal, plus que les femmes, plus que les filles? Est-ce que vous ou est-ce que vous mettez plus d'attention envers vos élèves filles, puisque vous avez peut-être l'impression qu'elles sont plus dévouées à leurs études? Et
nous avons tous et toutes ce type de préjugés et en fait, la beauté de ce formulaire, de ce test, c'est de nous aider à y réfléchir, puisqu'on n'est pas toujours consciente de nos propres biais cognitifs. Ensuite, il faut réfléchir le genre comme étant un phénomène qui est non binaire. Donc, les femmes et les hommes ne sont pas des identités dichotomiques et si nous acceptons de voir le monde sous cette lunette, on peut voir comment cela affecte la façon dont vous enseignez. Lorsqu'on cesse de voir les élèves comme faisant partie d'un groupe monolithique, soit les garçons ou les filles, on peut les approcher comme des individus nuancés et complexes. Et bon, moi, je vous donne cet atelier, mais ça ne veut pas dire que moi, je suis parfaite dans mon analyse de genre dans ma classe et je reconnais que je fais des efforts, mais je fais aussi des erreurs. Et lorsque je fais des erreurs, je peux faire des changements. Et donc, lorsque je réalise que, en fait, je donne plus d'attention aux garçons des fois parce qu'ils sont plus turbulents, plus bruyants, eh bien, je dois activement me dire, écoute, aujourd'hui, Fanny, aujourd'hui, pardon, Jacqueline, tu dois aller interagir avec la petite fille dans ta classe. Il faut donner de l'attention à ce groupe dans ta classe. Et donc, c'est important de toujours rester consciente comment un type d'élève aura plus d'attention dans la classe comparé à d'autres. Et cela est constamment affecté par nos biais cognitifs racistes, classistes, sexistes, etc. Et donc, lorsqu'on réfléchit au genre comme étant un phénomène non binaire, on peut commencer à déconstruire cela d'une façon intersectionnelle. C'est crucial de reconnaître l'identité variée, profonde, complexe de nos élèves si on veut les comprendre de façon bienveillante. Il y a beaucoup d'outils en ligne auxquels vous pouvez avoir accès pour comprendre le phénomène de l'intersectionnalité en tant que concept. Et donc, en tant qu'enseignante au niveau secondaire, j'ai vu comment, en fait, les filles qui ont tendance à être plus timides en classe à l'école primaire demeureront plus effacées en classe au secondaire. Dans la trousse de ressources que je vous ferai parvenir, j'ai aussi inclus des liens vers des sites web que j'aime souvent fréquenter pour avoir des idées et ils ont aussi beaucoup de matériel sur l'intersectionnalité. Et cette partie, c'est sûrement la façon la plus accessible de vraiment faire une différence dans la vie de nos élèves. C'est de réfléchir au texte comme étant des voies qui offrent des fenêtres pour voir à travers l'identité des autres. Et c'est aussi des miroirs qui peuvent nous renvoyer une image de nous-mêmes. Et donc, on n'est pas toujours en charge de ce qu'on doit enseigner. On a bien sûr un cursus, la plupart des provinces canadiennes en ont un, et nous avons une liste d'éléments qu'il faut couvrir au cours de la séance, au cours de la session. Mais nous sommes quand même en charge de comment nous pouvons prodiguer l'enseignement. Et donc, il y a des textes qui représentent bien, en fait, il y a des manuels de classe, en fait, qui représentent bien la classe ou qui ont des, ou il y a d'autres livres d'enseignement qui ont des discours problématiques au niveau de la représentation autochtone, la représentation des filles, etc. Et donc, moi, j'enseigne l'anglais ici, donc la littérature canadienne, et je me concentre beaucoup sur le contenu autochtone dans ma classe de littérature. Et j'ai une élève qui écrit, en fait, dans son cahier, pourquoi est-ce que tous les récits sur les Autochtones sont-elles tristes? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir des récits normaux sur les peuples autochtones? Et c'est quelque chose que moi-même, dont j'étais consciente et je savais que je devais amener des récits plus positifs sur la réalité autochtone au Canada. Mais c'est une bonne observation. Lorsqu'on fait le tour des livres d'enseignement, eh bien, il y a énormément de récits sur la résilience, sur la résistance, mais nous devons aussi montrer aux élèves que les peuples autochtones, les personnes autochtones sont en fait juste des gens comme tous les autres. Ils sont aussi en mesure d'avoir des bonnes vies, de célébrer et de vivre des événements heureux. Et donc, quand je choisis des livres d'enseignement, je réfléchis aussi à comment je peux honorer l'entièreté des individus dont je parle ou à qui j'enseigne. Bien sûr, quand je parle de ELA,
other subject areas in social joue studies. aussi, donc ça joue beaucoup dans mon champ d'enseignement qui est l'anglais, mais ça peut aussi être très, très pertinent dans tous les secteurs d'enseignement. On peut toujours se demander, bon, la perspective de qui est-elle invisibilisée dans ce récit? Et c'est une façon très simple d'aider nos élèves à tenir une conscience du genre. Quelques exemples de questions à poser dans votre classe. En fait, vous pouvez vous demander, est-ce que les matériaux éducatifs et le cursus comportent des stéréotypes de genre? Est-ce que les matériaux d'enseignement démontrent les hommes et les femmes de façon égale ou tout le monde est traité de façon respectueuse? Et donc, ici, je parle du genre dans une perspective de continuum et non de binarité. Et enfin, est-ce que les matériaux d'enseignement reflètent les besoins et les expériences de vie autant des filles que des garçons dans ma classe? Et donc, je réfléchis beaucoup à ça quand j'enseigne mon cours de littérature anglaise parce que on me dit souvent, ah, tu sais, les hommes n'aiment pas vraiment ce type de livre, ça a une héroïne féminine. Et moi, je me disais, mais écoute, j'ai lu tellement de bouquins où c'était un protagonisme mâle. Et donc, on n'y réfléchit pas souvent sous cet angle, mais c'est important de réfléchir à la façon dont le genre est présenté dans ces textes. Et en faisant cela, en réfléchissant à comment choisir nos ressources, eh bien, on se conscientise nous-mêmes à la façon dont on peut aborder le genre dans nos classes. Et donc, la première fois que vous choisissez un manuel ou un livre d'images, vous pouvez vous demander quelle est la représentation du genre dans cet ouvrage et est-ce que c'est cohérent avec ce que moi je veux enseigner dans ma classe? Et donc, maintenant, c'est votre tour. J'ai fini ma présentation, mais j'aimerais vous entendre vos réflexions. Donc, selon vous, qu'est-ce que c'est que d'être une féministe ou un allié féministe dans une classe d'enseignement? Puisque vous êtes toutes et tous parmi nous, je prends pour acquis qu'on partage les mêmes principes féministes. Alors, j'aimerais vous entendre sur comment vous allez incorporer ces principes dans votre méthode d'enseignement. Et enfin, on peut se demander de quoi aurait l'air ma classe si j'en changeais le récit principal, si je changeais mes méthodes de faire. Et enfin, comment pourrais-je renforcer mon engagement vers l'équité, l'égalité? Quels sont les gestes simples et différents que je peux poser pour m'aider à me rapprocher de cet objectif social? Comment est-ce que je peux interagir avec le monde d'une façon qui honore mes principes, que ce soit dans votre travail, à la maison? Moi, je trouve ça tout le temps difficile de faire refléter mes valeurs dans ma classe d'enseignement, mais à la maison, avec mes collègues, c'est différent. J'adore côtoyer des collègues qui partagent le même état d'esprit que moi, les mêmes valeurs, mais ce n'est pas toujours le cas dans un groupe de collègues d'enseignement. Et donc, c'est une question, comment partager nos réflexions. Et lorsqu'on réfléchit à comment partager nos réflexions, c'est toujours utile d'avoir des bons outils pour partager les notions. Et ce soir, c'est un bon exemple de façon de faire ça. Et les modèles que la SCIC a publiés peuvent aussi vraiment vous accompagner. En fait, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à faire ce travail parce que je me suis jointe à un groupe de lecture où nous utilisions une grille d'analyse féministe pour réfléchir à nos lectures. Et j'ai trouvé ça très aidant. Et donc, il y a le module sur l'éducation à la citoyenneté mondiale en classe d'enseignement. Et donc, c'est un bon outil pour aider les étudiants et les étudiantes à développer des compétences de leadership pour mieux comprendre leur impact sur le monde et explorer leur rôle et leurs responsabilités en tant que citoyens et citoyennes. Et ensuite, la brochure intitulée Transformer la charité vers un modèle de solidarité et de justice. Et donc, c'était le premier module qui a été rédigé. Il se concentre sur
le partage de connaissances, les enjeux mondiaux, la valeur de l'empathie, de la compassion et le but est d'équiper les étudiants, les étudiantes avec les outils et les compétences nécessaires pour pouvoir faire une différence dans le monde. Nous avons aussi le deuxième module qui est intitulé « Comprendre le pouvoir et le privilège grâce à l'anti-oppression ». Et donc, c'est encore nos lunettes d'anti-oppression, d'antiracisme, de décolonialisme, les causes profondes de précarité, de pauvreté. Et l'objectif est de se comprendre, en fait, de se concentrer sur accompagner les jeunes à comprendre comment leur rôle social joue a un impact dans ces enjeux mondiaux. Je vois ici que quelqu'un a partagé le projet de la représentation. J'ai partagé une vidéo de ce projet qui est disponible sur Canopy à travers la banque de données collectives. J'utilise le film The Mask You Live In qui parle, donc le masque avec lequel on vit, qui parle de genre, de l'éducation des garçons et des filles. Et en fait, la théorie, c'est que tous les garçons vivent avec ce masque et en fait, les étudiants, les étudiantes ont adoré. Ils étaient très stimulés. Nous avons eu des très bonnes conversations. Et donc, c'était vraiment une très bonne représentation. Ça nous a permis de faire énormément de travail. Toutes les ressources partagées ce soir seront partagées avec vous après la conférence. Le document que je vous ai montré, c'est celui que moi, j'ai rédigé en m'inspirant du modèle d'origine. Vous aurez aussi une liste de lectures recommandées, une liste de lectures et de sites web, de vidéos. Et maintenant, nous avons le temps de prendre les questions et d'entendre vos commentaires. Je serais très heureuse de vous entendre. Merci beaucoup de votre attention. C'était la première fois que je présentais cet atelier, donc j'espère vraiment que vous avez pu y apprendre quelque chose et j'espère que ça vous a bien crinqué en bon québécois pour votre journée de demain.